Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour une matinée spéciale consacrée au Brexit. Vous allez pouvoir suivre dans un instant la conférence de presse de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ainsi que de Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit. En effet, ils vont venir détailler ce matin leur mandat de négociation, puisque la semaine dernière, samedi dernier très exactement, les 27 réunis lors d'un sommet européen ont décidé des grands principes directeurs et ont identifié 3 grands dossiers clés. D'abord, le chèque à régler par Londres aux Européens. Ensuite, le statut des citoyens européens qui sont installés au Royaume-Uni. Et enfin, la question d'une possible réunification des 2 Irlandes. Sachez que la Commission européenne, selon un document confidentiel consulté par l'agence France Presse, devrait demander une garantie de leurs droits actuels à vie pour les citoyens de l'Union européenne qui sont installés au Royaume-Uni. Et ça représente tout de même 3 millions de personnes. Sachez également que l'Union européenne exige de Londres qu'elle paie une facture évaluée entre 40 et 60 milliards d'euros. Une somme que les Britanniques se refusent pour l'instant à payer. C'est une véritable pomme de discorde entre les Européens et les Britanniques. Et cela a d'ailleurs fait l'objet d'un repas houleux entre Theresa May, Jean-Claude Juncker et Michel Barnier. Tout de suite donc, on prend la direction de cette conférence de presse qui va permettre d'entendre Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission européenne, et de Michel Barnier, qui est lui le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit. I'll give the floor to Michel Barnier. Thank you, Margaritis, and good morning to all of you. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, comme vous le savez. J'ai demandé qu'on organise un briefing technique tout de suite après ma conférence de presse avec Sabine Vaillant, Federico et également Michel Shostak, le chef du cabinet du président, pour rentrer davantage dans les détails de ces lignes directrices de négociation que nous venons par ailleurs d'adopter il y a 2 heures. Alors, mesdames et messieurs, c'est ma première déclaration dans cette salle de presse il y a 5 mois. Depuis 5 mois d'ailleurs, nous avons beaucoup travaillé avec le président Juncker, ses collaborateurs, tout le service de la Commission, avec le président Tusk, ses collaborateurs, avec les États membres, le Parlement européen, avec naturellement M. Tajani, Guy Verhofstadt et les pays membres. Moi et mes collaborateurs, eh bien, nous avons d'ailleurs rencontré les représentants du monde des affaires, du monde des entreprises, chaque État membre, les syndicats et les représentants également de la société civile. D'ailleurs, nous allons continuer à le faire. Eh bien, je veux dire que notre travail intense a donné des résultats. En effet, le résultat de notre travail collectif, eh bien, vous l'avez sous les yeux, ce qui s'est passé samedi passé avec les 27 chefs d'État et de gouvernement et les présidents des 3 institutions qui ont montré clairement l'unité en tombant d'accord sur des lignes directrices de négociation. Des lignes directrices très claires. Alors, aujourd'hui, la Commission va proposer une recommandation qui va permettre de traduire ces lignes directrices en lignes directrices de négociation. Et ceci conformément à cette approche en 2 phases. Eh bien, ces directives ne concernent que la première phase de la négociation. Nos recommandations, naturellement, montrent clairement quel doit être notre point d'arrivée lorsque la première phase de négociation aura été terminée, qui portera naturellement sur les droits des citoyens, les règlements financiers, ainsi que les nouvelles frontières extérieures. Naturellement, j'accorderai la plus grande attention à la situation en Irlande. D'ailleurs, j'irai même en Irlande la semaine prochaine, d'ailleurs. Le Royaume-Uni, naturellement, doit consacrer énormément d'énergie et d'efforts afin de régler ces 3 questions au cours des semaines et des mois à venir. Et ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de parvenir à un accord. Certains ont créé un petit peu une illusion. Oui, le Brexit n'aurait aucun impact matériel sur nos vies. Et que les négociations pourraient en fait se terminer rapidement et sans douleur. Mais ce n'est pas le cas.
Nous avons besoin de bonnes solutions. Nous avons besoin également de sécurité juridique et ça va prendre du temps. Le contenu plus précis de ces directives de négociation est d'abord le droit des citoyens. C'est notre priorité. Il y a plus de 4 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni ou de Britanniques européens vivant sur le territoire des 27. Notre objectif est clair. Ces hommes, ces femmes, ces familles doivent pouvoir continuer à vivre comme aujourd'hui, et cela pour la durée de leur vie. Qui voulons-nous protéger? Pas seulement celles et ceux qui résident ou travaillent aujourd'hui au Royaume-Uni, mais aussi les personnes qui y ont résidé ou travaillé dans le passé, celles qui résideront ou travailleront avant la date de sortie du Royaume-Uni, les membres de leur famille. Et ce que je viens de dire, évidemment, vaut également pour les citoyens britanniques qui vivent et travaillent dans l'un ou l'autre des 27 pays de l'Union européenne. Quels droits voulons-nous protéger? Pas seulement le droit de résidence, mais aussi les droits qui sont liés à l'accès au marché du travail, à l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, la reconnaissance des diplômes ou des qualifications. Tous ces droits doivent être protégés, garantis sur le fondement du droit de l'Union garanti par la Cour de justice de l'Union européenne. Le deuxième sujet de cette négociation immédiate, de cette première phase, est celui du règlement financier. Notre objectif est clair, il a été réaffirmé par le Conseil européen samedi. Le Royaume-Uni devra honorer, au terme d'un règlement financier unique, couvrant toutes les relations financières entre l'Union et le Royaume-Uni, tous les engagements qu'il a pris en tant que membre de l'Union. Il ne s'agit pas d'une punition, ni d'une taxe de sortie. L'Union et le Royaume-Uni se sont engagés mutuellement à financer des programmes et des projets. Nous avons décidé ces programmes ensemble. Nous en bénéficions ensemble. Nous les finançons ensemble. Cet argent est engagé. Et je sais précisément comment ça se passe, puisque j'ai eu l'honneur d'être commissaire chargé des fonds structurels il y a quelques années. Cet argent est engagé dans des projets partout en Europe. Des milliers de collectivités, d'entreprises, porteurs de projets sont engagés avec nous. On devrait imaginer les problèmes politiques et juridiques si ces programmes devaient être amputés ou interrompus. Nous devons donc solder les comptes, ni plus ni moins. Once again, there is no punishment. There is no Brexit bill. The financial settlement is only about settling the accounts. Notre objectif au cours de cette première phase sera de nous mettre d'accord avec le Royaume-Uni sur une méthodologie rigoureuse pour calculer ses obligations. Le troisième point est celui de la gouvernance. L'accord avec le Royaume-Uni devra prévoir des mécanismes effectifs de mise en œuvre et de règlement des différends. Et chaque fois que le droit de l'Union est concerné, par exemple pour ce qui concerne les citoyens ou le règlement financier, nous devrons nous reposer sur la Cour de justice de l'Union européenne durablement. Sans cela, les droits définis par l'accord, notamment pour les citoyens, ne seraient qu'une promesse illusoire. Ladies and gentlemen, these negotiations will be extraordinary. They are a source of concern for many, many citizens and many organizations. We need to respond
by being transparent. This is why we are publishing today our recommendation for the Council's negotiation directives. We will be transparent throughout the process. Transparency can help sustaining a constructive public debate. And in these negotiations, which will be, in any case, difficult, I think that the EU should always remain cool-headed and solution-oriented. We should put all our efforts towards reaching a deal. This is the spirit in which I, with the trust of the institutions and all member states, will continue working. À travailler sur ceci. L'Union A27 est de toute façon fermement engagée afin d'être sûre et certaine que le retrait de l'UE se fera dans l'ordre. La décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne a déjà maintenant engendré 10 mois d'incertitude. Il faut maintenant que cette incertitude cesse. Le moment est venu de négocier. Dès que le Royaume-Uni sera prêt à s'asseoir à la table des négociations, eh bien nous entamerons les négociations. Voilà, donc évidemment, l'heure passe et tourne. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Avant de commencer, 2 remarques. Il y aura un briefing technique tout à l'heure. Donc gardez pour ce moment-là toutes les questions qui vous paraissent techniques. Essayons ici de couvrir aussi différentes sensibilités et de ne pas ressasser des choses qui auront déjà été dites. Nous pourrons bien sûr répondre à l'ensemble des questions techniques tout à l'heure, en tout cas je l'espère. Bonjour Monsieur le Commissaire. 2 questions si vous permettez. D'abord, concernant les règlements financiers, bon, je comprends votre argument qu'il y a des engagements et des projets qui sont pas qu'on ne veut pas interrompre, mais légalement, qu'est-ce qui est la base pour cette demande? Et la deuxième question concernant le règlement des litiges, vous dites que ça se ferait devant la Cour européenne, devant la Cour de justice, mais si j'ai bien compris, au moment où les Anglais sortent de l'Union, ils n'auront plus de juges là-dedans. Est-ce que vous prévoyez un arrangement particulier ou vous demandez aux Anglais de se plier aux juges du reste des 27? 2 points. Tout à l'heure, avec Sabine et Stéphanie, vous pourrez revenir sur le détail de ce mandat que je reçois et que je vais appliquer avec beaucoup de détermination et de rigueur. Ce qui est indiqué dans les guidelines, c'est l'ensemble des engagements pris par le Royaume-Uni avec nous et nous avec lui. Et naturellement, il y a les engagements pris en commun, officiellement, légalement, notamment en 2013, au tout début de la fixation des engagements de la totalité de la période des Financial Perspectives 2014-2020. Et ça dont il était question, mais naturellement il y a d'autres engagements à l'égard de la Turquie, il y a le traitement des garanties que nous avons données en commun avec la Banque européenne d'investissement, le fonds d'investissement, l'aide macroéconomique à des pays comme l'Ukraine. Donc tout cela doit être compté et nous allons faire un travail rigoureux, objectif, qui dans mon esprit doit être incontestable. C'est cela qui est en cause et qui doit totalement traiter les engagements du passé. Encore une fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ici ou là on parle de punition, ou d'exit bill ou de Brexit bill. Ce n'est pas le cas. Des engagements ont été pris et ils doivent être honorés. C'est une question de responsabilité. Et tout à l'heure, je vous ai dit un point important. Imaginez ce qui se passerait si ce n'est pas le cas. Moi, je veux obtenir un accord au nom des 27. Et je sais, je l'ai dit d'ailleurs devant le comité des régions, quelles sont les conditions pour cet accord. Il ne s'agit pas de créer des problèmes, il s'agit de résoudre les problèmes. Et une manière de résoudre les problèmes, c'est précisément sans drame, de manière objective, de manière rigoureuse, de solder ses comptes. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est un sujet qui peut exploser si nous sommes obligés d'interrompre
des programmes, comme je l'ai dit. Vous imaginez la situation politique au titre du Conseil. S'agissant de la Cour de justice, dans la mesure où l'article 50, où cet accord que nous allons construire, fait référence aux droits de l'Union pour protéger, et c'est notamment le cas, les droits des citoyens, si nous nous appuyons sur un encadrement de ces droits et une protection de ces droits par le droit de l'Union, évidemment, seule la Cour de justice est compétente pour interpréter et faire respecter ces droits pour la durée de la validité de ces droits, ce qui peut vouloir dire clairement bien après la date de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Cécile, then Valentina. À droite. Bonjour, Cécile Ducourtieu du journal Le Monde. Merci pour la question. Les fuites dans un journal allemand ce week-end sur le désormais nommé dîner de la discorde entre Juncker et May, les répliques de May dans les journaux britanniques et à la BBC hier. Est-ce que vous ne pensez pas que laisser s'installer cette atmosphère un petit peu empoisonnée risque de faire dérailler les négociations très vite? Ce qui est important pour moi, dans la mission qui m'est confiée comme négociateur de l'Union, c'est ce qui est clair depuis samedi, c'est l'unité totale, et une position claire et une ligne claire du Conseil européen. Voilà. Nous savons maintenant ce que nous allons mettre sur la table de la négociation. Et si je puis dire, c'est cette table-là autour de laquelle moi je vais me trouver. Et nous allons attendre et écouter avec beaucoup d'attention ce que les Britanniques, quand ils seront prêts, mettront sur cette table. Et nous verrons comment trouver un terrain d'entente commun. À cette table-là, comme négociateur, je vais être concentré sur les faits, les chiffres, la loi, les solutions. Et je ne serai pas guidé par des émotions ou de l'hostilité. Voilà ce que je peux dire. Le Conseil européen a été très clair. Faisons des progrès suffisants le plus tôt possible, et pas de window dressing, des progrès suffisants pour cette négociation, de telle sorte qu'on puisse engager le plus tôt possible la deuxième phase du scoping de la relation future. Et ça, c'est ma tâche avec la Commission, avec le Conseil, avec le Parlement européen dans les prochains mois. Dès que le Royaume-Uni sera prêt à venir à cette table-là, nous commencerons. Voilà ce que je peux dire clairement par rapport à votre question. Valentina and then Jurek. Valentina Pop with the Wall Street Journal. Mr. Barnier. Monsieur Barnier, voilà, je suis là. Le mandat montre clairement que vous n'êtes pas ici à ce stade chargé de conclure des accords transitoires ou les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Or, Mme May, pendant le week-end, disait qu'elle souhaitait un accord qui couvrirait également cela avant d'aborder la question du règlement financier. Alors, qu'allez-vous dire au Royaume-Uni s'il met sur la table cette affaire? Vous leur direz que vous n'êtes pas mandaté? Ou est-ce que vous allez quand même accepter qu'il y ait des discussions exploratoires en la matière? D'abord, nous avons beaucoup travaillé avec le Conseil européen, le Conseil, l'équipe du président Tusk et nos propres services sur le contenu de ce mandat de négociation, les guidelines, évidemment, les negotiating directives ce matin. Donc je ne suis pas surpris par le contenu et les limites de ce mandat que j'ai moi-même souhaité. Et je vous redis pourquoi. Parce que je pense que c'est une des conditions pour réussir que de mettre les choses dans l'ordre. Mesdames et messieurs, le temps est très court. Très court. Hein? Et je l'ai dit tout à l'heure, les jours passent. Si nous voulons réussir, il faut mettre les choses dans l'ordre.
Et les mettre dans l'ordre, c'est résoudre, traiter calmement, sans drame, des questions difficiles qui, si nous ne le faisons pas, pourront compromettre le résultat de cette négociation sur l'article 50. Évidemment, dans l'article 50, finalement, j'espère en octobre 2018, il y aura ce qui concerne le divorce, orderly withdrawal, sur ces questions-là que nous allons traiter par priorité. Et puis il y aura la définition de période transitoire. Mais comme je l'ai déjà dit dans mon premier statement devant vous, la nature de ces périodes transitoires est évidemment éclairée par ce que sera notre relation future. Nous savons maintenant que ce sera autour d'un accord de libre-échange, mais ce n'est pas le moment d'en discuter tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux, pour établir des bases solides, qui sont des bases de confiance entre le Royaume-Uni et les 27, que l'on règle les questions préalables comme l'ont demandé les chefs d'État et de gouvernement. Jurek and then Jorge. Merci Margaritis. Je suis ici, Jurek Kuczkiewicz pour le journal Le Soir. Bonjour Monsieur Barnier. Les 27 chefs d'État et de gouvernement ont notamment décidé lundi, et lorsque nous posions des questions à ce sujet-là, ils ont systématiquement renvoyé à vous, des questions sur le moment, ce fameux moment X, disons, où vous jugerez que les progrès ont été suffisants sur les trois questions, les trois premiers enjeux, pour pouvoir passer à la seconde phase. Puisque tout le monde renvoie à vous, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur comment vous jugerez de cet avancement et je suppose, de l'irréversibilité éventuelle des résultats obtenus pour pouvoir proposer au Conseil européen de passer à la seconde phase? Merci. Ceux que vous avez interrogés, qui vous ont renvoyé à moi, vous ont renvoyé à moi parce que ce sera ma responsabilité. Lorsque nous aurons suffisamment avancé, j'espère, c'est peut-être un peu ambitieux, à l'automne, en octobre-novembre, je pourrais constater objectivement ce qu'on appelle des progrès suffisants. J'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas du window dressing. Ça doit être des engagements clairs sur lesquels nous trouvons un accord sur les principes des trois secteurs où la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union crée depuis 10 mois une incertitude totale pour 4 400 000 citoyens de part et d'autre du Channel, ou je n'oublie pas l'Irlande, pour les bénéficiaires des fonds européens ou des budgets européens, et sur la question des frontières. Donc pas de window dressing, un accord clair sur des principes. La méthodologie pour les financial settlements et des principes clairs qui sont ceux de la réciprocité, de la non-discrimination et de la continuité des droits pour les citoyens. Donc ce sera, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, au moment où la négociation n'a pas encore commencé, quel serait le niveau de ces progrès suffisants. Mais je peux, par exemple, s'agissant des droits des citoyens, expliquer qu'un accord suffisant signifierait qu'on s'est mis d'accord sur la date dite du cut-off day, qui pour nous est la date du jour du retrait officiel du Royaume-Uni, les droits couverts que j'ai évoqués tout à l'heure, les personnes couvertes par cet accord, la durée pendant laquelle ces droits sont garantis, j'ai dit toute leur vie, et la manière dont ces droits seront effectivement garantis. Voilà. Pour la question budgétaire, ce sera un accord sur la méthodologie précise. Et j'ajoute, comme le souhaitent beaucoup d'États membres, que cet accord devra être clair et ferme, qu'il ne pourra pas être réouvert sur les principes, précisément pour garantir que nous débutons dans de bonnes conditions, je le dis calmement, mais c'est très important, la deuxième phase. On ne doit pas commencer cette deuxième phase de négociation sur le scoping, sur les arrangements transitoires, dans un climat de méfiance ou d'incertitude. Jorge and then Peppercorn. Jorge Valero, you're active here. Good morning. Thank you, Margaret. Bonjour et merci Margaritas de me donner la parole. Vu les
difficultés, le dîner, les difficultés concernant le règlement, des engagements. Pensez-vous, avez-vous discuté ou préparez-vous un plan B en cas d'échec des négociations? Et pourriez-vous nous donner une estimation de ce qui pourrait être couvert par la facture, en quelque sorte? On a donné des chiffres, 60 milliards, 80 milliards, certains parlent de 100 milliards. Pour être objectif, mon équipe et moi-même, appuyés sur l'ensemble des services de la Commission, et je remercie encore une fois le président Juncker de m'avoir permis depuis le premier jour de travailler avec l'ensemble de ces services directement et avec les commissaires, nous nous préparons à toutes les options. Mais il y a une option pour laquelle moi je veux travailler, c'est un accord. L'objectif que nous visons, c'est celui d'un accord dans l'intérêt général de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Et un accord sur le Brexit, orderly withdrawal, sur la nature et la durée limitée des périodes de transition et sur ce que j'ai appelé devant vous le New Partnership, composé de plusieurs éléments, désormais un accord de free trade, free and fair trade, et évidemment des coopérations bilatérales entre le Royaume-Uni et nous sur les questions de sécurité, de défense, la stabilité du continent européen qui a comme exigence un travail en commun avec les Britanniques. Je ne vais pas donner de chiffres aujourd'hui parce que je ne les connais pas, même s'il y a des estimations qui circulent. Nous devons solder le passé. Ça sera clairement établi et comme vous êtes tous et toutes des journalistes informés et compétents, vous pourrez faire les calculs vous-même à partir d'une méthodologie précise sur le passé. Mais quand bien même nous serons précis sur la méthodologie, on ne pourra pas donner les chiffres définitifs. Parce que je me permets de faire observer que la vie va continuer dans l'Union entre le mois d'octobre et la sortie du Royaume-Uni. Des engagements seront pris. Et puis il y a le traitement des garanties données dans le budget européen ou à la Banque européenne d'investissement. Et puis il y a un autre élément qui est très important pour le Royaume-Uni et pour nous, qui est celui de l'étalement des paiements dans le temps. Tout ça va faire l'objet de négociations. Donc je ne peux pas donner de chiffres. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a sur cette question, et comme sur des autres, des positions différentes. Ça s'est clairement vu au cours du dîner que vous avez évoqué et auquel j'ai participé aux côtés du président Juncker. Mark and then Joe. Here, good morning, Mr. Barnier. Bonjour, Monsieur Barnier. Vous avez insisté à l'instant sur le fait qu'il ne faut pas se faire d'illusions quant à un Brexit qui se ferait sans douleur. Vous avez dit que l'horloge tourne et il est par conséquent grand temps de commencer les négociations. Vous avez insisté beaucoup sur ce point. Est-ce parce que vous pensez que Londres n'est pas conscient de ce fait à l'heure actuelle? Non, parce que c'est ma responsabilité de négociateur de dire ça. Moi, ça fait maintenant 6 mois que le président Juncker m'a confié cette mission, que je suis revenu à Bruxelles. Je suis rentré dans le détail, comme j'en ai l'habitude, avec toute mon équipe, de l'ensemble des politiques que les Britanniques ont choisi, parce que c'est leur choix, de quitter, en tout ou partie. Et je suis impressionné par la complexité de ces matières, par la complexité juridique, technique, par les conséquences. Je vous ai dit ici même, ça a été une des toutes premières phrases que j'ai prononcées dans ma nouvelle mission, il y aura des conséquences. Ceux qui disent ou qui prétendent ou qui ont prétendu que quitter l'Union européenne n'a pas de conséquences ne disent pas la vérité. Il y a des conséquences humaines, il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences techniques, financières, juridiques, qui consistent à détricoter 43 ans de relations. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire en l'espace de 15 ou 16 mois d'ici octobre. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses dans l'ordre.
tout en construisant, le moment venu, la perspective de la relation future. Honnêtement, j'ai le sentiment que du côté de Londres, les responsables que j'ai rencontrés sont conscients de cette difficulté. Go ahead, please. You have a mic next to you. Vous avez un micro juste à côté de vous. Allez-y. Merci pour la question. Joel Hills, journaliste en Angleterre pour ITV News, Monsieur Barnier. Merci pour la question. Alors, in terms of the negotiations... En ce qui concerne les négociations à venir, si Theresa May remporte les élections générales au Royaume-Uni, comme le suggèrent les sondages, est-ce que cela va affaiblir ici votre jeu dans les négociations? Mais, naturellement, je ne vais pas faire de commentaires sur le débat politique interne au Royaume-Uni. La seule chose que je peux dire, qui est objective, c'est qu'un nouveau gouvernement issu des élections que Theresa May a provoquées par anticipation, à partir du 8 juin, aura une longévité et une stabilité de 5 ans que n'a pas le gouvernement actuel. Et ça, c'est un point important. Et si vous me demandez mon appréciation positive, quel que soit le gouvernement avec lequel je travaillerai, pour la négociation qui, elle, va durer 16 mois pour, je l'espère, obtenir l'accord sur le Brexit, et puis continuer après pour déterminer, finaliser un traité, peut-être plusieurs traités, sur la future relation. Dans la salle de presse de la Commission, il faut qu'on vous donne la parole. Il n'y a pas de question de suivi, ce jour comme aujourd'hui. Désolé, je vous en prie. We could not hear you because you're not being translated. Vous n'êtes pas interprété. Il faut traduire. Il faut répéter si vous avez. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que je ne veux pas faire de commentaires sur ce sera l'état d'esprit du nouveau gouvernement britannique après ces élections, mais ces élections ne changent rien à la détermination et aux positions de l'Union européenne telles qu'elles ont été affirmées samedi, confirmées aujourd'hui et qui seront ma ligne de négociation. Nous défendons sans agressivité, John, sans agressivité, sans naïveté non plus. Nous défendons les intérêts des 27 pays de l'Union et le marché unique. Voilà, c'est mon rôle. Anne. J'ai une question concernant le droit des citoyens. Comme vous l'avez dit vous-même, comme l'ont dit le président Tusk et le président Juncker, c'est une question extrêmement grave qui va avoir des conséquences sur les vies de milliers de personnes et leurs familles. Pour ceux qui vivent déjà au Royaume-Uni, ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, ils doivent attendre l'issue des négociations et les garanties. Mais pour ceux qui envisagent maintenant de se rendre au Royaume-Uni, qui pensent s'y établir, pourriez-vous leur dire aujourd'hui, en toute confiance, qu'ils peuvent se rendre au Royaume-Uni, qu'ils peuvent établir leur nouvelle vie en toute confiance et que ça n'aura pas de conséquences sur leur avenir? D'abord, y compris pour les personnes qui sont déjà là, nous devons établir un accord. Hein. Réciprocité, non-discrimination, continuité des droits qu'ils auront acquis jusqu'au jour du Brexit et pour la durée de leur vie. Le mandat que j'ai et que je respecterai dans cette négociation, c'est de couvrir également la situation des personnes qui arriveraient demain matin et jusqu'au jour du Brexit, pour que ces personnes puissent acquérir notamment les 5 années nécessaires pour être résident permanent. Donc mon point, je ne peux pas dire aujourd'hui quel sera le résultat de la négociation sur ce point, ni d'ailleurs sur les autres, mais je suis totalement déterminé à demander la couverture de ces droits tels qu'ils sont inscrits dans le mandat de négociation, y compris pour la catégorie des personnes que vous évoquez qui ne sont pas encore arrivées mais qui arriveraient
avant le jour du Brexit lui-même. Bon, on va en rester là. Je crois que nous avons tout couvert. Briefing technique. Bon, une toute dernière question. Manu Militari. Merci. Mark Stone from Sky News. A general question. Une question générale et une question spécifique. La question générale d'abord. Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas ici traiter des choses de manière émotionnelle. Mais comment définiriez-vous l'atmosphère pour l'instant entre Bruxelles et Londres? Elle semble s'être détériorée. Est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences sur les négociations? Et maintenant, une question spécifique sur les engagements financiers. Il y a des chiffres globaux qui ont été avancés, 100 milliards, 50 milliards, voilà un petit peu les chiffres qui ont été avancés. Pourriez-vous nous donner un chiffre global de ce que cela sera? Et sinon, pensez-vous que le Royaume-Uni marquera son accord pour la signature d'un chèque en blanc? Je ne peux pas accepter le mot que vous venez d'évoquer de chèque en blanc. Il n'a jamais été question de demander un chèque en blanc au Royaume-Uni. Ce ne serait pas sérieux de notre part. Nous demandons à solder les comptes, les engagements qui ont été pris par le Royaume-Uni. Ce n'est pas un chèque en blanc. On sait de quoi nous parlons. Alors nous allons discuter, mais je ne comptez pas sur moi pour donner des chiffres, d'autant plus qu'ils sont évolutifs. Mais je voudrais aussi dire que, pour moi, quitter l'Union, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un prix à payer, c'est un retrait ordonné avec des comptes à solder et l'ensemble des questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà ce que ça représente. Vous m'interrogez enfin sur l'état d'esprit qui est le nôtre, tel que je l'ai ressenti l'autre jour au cours de ce dîner. Évidemment, les positions sont différentes, parfois très différentes. Ça ne surprend personne, c'est pour ça qu'il faut une négociation. C'est pour ça qu'il faut commencer cette négociation le plus tôt possible. Et puisque vous reparlez de cette rencontre, juste un mot un peu personnel pour conclure. Accompagnant le président Juncker, c'est la première fois que j'ai eu l'honneur de rencontrer Theresa May. Et moi, je veux vous dire que j'ai trouvé cette rencontre très cordiale. Si je dois me méfier de ne pas faire trop du franco-britannique, mais je dirais que j'espère que nous pourrons construire une entente cordiale entre les 27 et le Royaume-Uni. Je ne suis pas sûr encore, mais c'est mon objectif, de construire une entente cordiale dans la durée, bien au-delà du Brexit. Et toujours aussi, sur un plan personnel, j'ai eu l'occasion d'évoquer avec Theresa May une passion commune que nous avons, elle et moi, qui est celle des randonnées en montagne. Puisque vous savez que j'ai eu la chance d'être pendant une vingtaine d'années président d'une des régions les plus montagneuses d'Europe, la Savoie. Qu'est-ce qu'on apprend comme règle quand on aime la randonnée en montagne? On apprend à mettre un pied devant l'autre. Parce que le chemin peut être escarpé. On apprend à faire attention aux accidents du terrain, aux rochers qui peuvent tomber. On apprend à garder son souffle, parce que le chemin est long. Et il faut toujours regarder le sommet. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, pour elle, le résultat, le sommet. Voilà ce que j'ai appris en faisant de la montagne. Merci de votre attention. Très bien, merci. Donnez-nous 2 minutes pour mettre le 3e lectern. À demain. Voilà pour cette conférence de presse de Michel Barnier, le négociateur unique de l'Union européenne sur le Brexit, qui a donc conclu cette conférence de presse de façon assez imagée. L'ancien élu de la Savoie qui a estimé que les négociations du Brexit étaient un long chemin escarpé lors duquel il faut toujours regarder le sommaire. De façon moins anecdotique, il a également parlé des 3 grands dossiers importants lors de cette première phase de négociation. Tout d'abord,
les droits des citoyens, des premiers concernés par le Brexit, c'est-à-dire les 4 millions de personnes, soit des citoyens britanniques qui vivent dans l'Union européenne, soit bien sûr les citoyens de l'Union européenne qui vivent au Royaume-Uni. La Commission européenne qui veut absolument leur préserver à vie leurs droits actuels. Il a également été question de façon plus allusive de l'Irlande ou encore des frontières extérieures de l'Union européenne, mais surtout, Michel Barnier a parlé du règlement financier, la véritable pomme de discorde entre l'Union européenne et les Britanniques. Il l'a dit, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de taxe de sortie, ce n'est pas un Brexit bill. Michel Barnier qui n'a pas voulu donner de chiffrage de la facture dont va devoir s'acquitter le Royaume-Uni, mais il a très clairement réexpliqué que le Royaume-Uni et l'Union européenne s'étaient engagés ensemble sur des programmes, des projets communs. Et qu'aujourd'hui, il faut solder les comptes de façon rigoureuse. Alors, tous ces grands principes, ils ont été fixés, samedi dernier, par les 27 qui étaient réunis lors d'un sommet européen. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite de revoir la conférence de presse de François Hollande qui a suivi ce sommet européen, le chef de l'État, qui s'exprimait pour la dernière fois depuis Bruxelles et qui a livré à cette occasion sa vision de l'Europe ainsi que certains de ses regrets. Il a notamment déploré de ne pas avoir réussi à mettre en œuvre une véritable politique de croissance dans l'Union européenne, que la politique soit surtout axée sur la question des déficits. Tout de suite donc, retour à cette conférence de presse de François Hollande samedi dernier. Il s'agit de fixer le principe et aussi les objectifs pour les 27 de la négociation qui va conduire au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'était un Conseil européen inhabituel puisque c'est le dernier auquel je participe comme président de la République. Alors, le Conseil européen, sous sa forme donc à 27, a voulu fixer les règles, les principes qui devaient être les méthodes et les objectifs pour la négociation. Ce qui est très important et ce qui pour nous était l'essentiel, c'est que les 27 puissent être unis sur cette démarche et sur cette négociation. Et c'est le cas. Le travail qui avait été préparé, et je veux remercier Jean-Claude Juncker, Michel Barnier et Donald Tusk pour le Conseil européen, a permis d'avoir un texte qui vous a été d'ailleurs distribué et qui a été adopté très rapidement dans la réunion à 27. Très rapidement parce qu'il n'y avait pas de négociation entre nous, elle avait eu lieu. Il n'y a pas de négociation entre les 27, il y a une négociation des 27 avec le Royaume-Uni dans les conditions prévues par le traité puisque l'article 50 a été utilisé. Ce qui est également très important, c'est que les 27 aient pu faire leur unité sur les deux phases. La première devant conduire à fixer les conditions de la séparation, c'est-à-dire la sortie effective du Royaume-Uni des règles du marché intérieur et de l'ensemble des obligations et des droits qui sont liés au statut de membre de l'Union. Et puis la deuxième phase, une fois que la séparation a été réglée, c'est de définir les nouvelles relations entre l'Union européenne à 27 et le Royaume-Uni dans le cadre d'un traité qui sera donc pour l'essentiel commercial mais qui pourra prendre d'autres dimensions. Ce qui était aussi très important, c'est que puisse être également intégré dans la négociation ce qui est relatif à la situation des personnes, c'est-à-dire les citoyens européens qui sont au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques qui sont dans les 27 pays de l'Union. De la même manière que les obligations financières qui pèsent sur le Royaume-Uni seront également intégrées dans le début de la discussion. Enfin, ce qui était aussi tout à fait essentiel, c'est que nous puissions nous mettre d'accord sur un principe tout simple et qui vaut pour le Royaume-Uni comme il pourrait valoir pour tout pays
qui voudrait quitter à l'avenir l'Union, c'est qu'il ne doit pas être dans une situation plus favorable à l'extérieur qu'il n'était à l'intérieur. Il y a toujours un prix, un coût, une conséquence à quitter l'Union. Un pays qui n'est plus dans l'Union ne dispose plus des conditions lui permettant de faire accéder ses produits avec les règles du marché intérieur dans les autres pays de l'Union européenne. Un pays qui n'est plus dans l'Europe ne peut plus avoir ce qu'on appelle le passeport financier pour régler les questions liées, là encore, au statut des établissements financiers. Et un pays qui n'est plus dans l'Union ne peut plus avoir non plus les règles protectrices de l'Union et ne peut plus être couvert par un certain nombre de règles budgétaires de l'Union, même si il est dégagé de ses obligations et il n'a plus les retours qui étaient attendus. Enfin, un pays qui n'est plus dans l'Union ne dispose plus de la libre circulation, que ce soit pour les personnes, les produits ou les financements, les capitaux. Voilà ce qu'est la situation d'un pays qui n'est plus dans l'Union. Il faut que tous les membres de l'Union en soient eux-mêmes convaincus, que les citoyens en soient eux-mêmes persuadés, et qu'il y a forcément des coûts, des conséquences, un prix à payer pour ne plus être dans l'Union européenne. Non pas que ce serait une punition qui serait infligée à un pays qui sortirait, en l'occurrence le Royaume-Uni. Il ne s'agit pas de lui faire payer je ne sais quel impôt, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de ne plus appliquer les règles de l'Union européenne et ensuite d'en avoir forcément tous les inconvénients et de perdre un certain nombre d'avantages. D'où cette règle toute simple, un pays qui est à l'extérieur est forcément dans une situation moins favorable qu'un pays qui est à l'intérieur. Nous avons aussi à régler les questions qui sont liées aux agences européennes qui étaient au Royaume-Uni. L'Agence européenne du médicament, l'agence aussi financière. Et là encore, il y aura une procédure qui fera que le Conseil européen déterminera la méthode au mois de juin et on fixera ensuite les décisions sans doute à l'automne. Là, pour être plus concret, ça veut dire que les agences européennes qui étaient au Royaume-Uni n'y seront plus. Et ce seront des emplois, des activités et des décisions qui ne seront plus prises au Royaume-Uni, mais qui seront donc maintenant dans un des pays de l'Europe à 27. Là aussi, on finirait par l'oublier, l'Europe a des sièges, l'Europe a des institutions, l'Europe a des établissements, et quand on n'est plus membre de l'Union, on les perd. C'est aussi simple que cela. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'a été pour l'essentiel cette rencontre à 27. Je l'ai dit, c'était la dernière à laquelle je participais, et j'ai voulu aussi insister sur l'état de l'Europe quand je suis arrivé en 2012 et la situation d'aujourd'hui. Je me rappelle de mon premier Conseil européen. C'était au mois de mai et juin, ensuite 2012. Il y avait eu un conseil informel en mai et un conseil en juin. À cette époque, c'était de la question de savoir si nous pourrions surmonter ensemble la crise financière et si la zone euro n'allait pas éclater. Il n'y avait pas que la Grèce qui était concernée. Nous parlions de l'Irlande, du Portugal, des craintes sur l'Espagne et sur l'Italie. La récession s'était installée, les politiques d'austérité étaient généralisées. 5 ans après, l'union bancaire a été faite, la zone euro est consolidée, la Grèce va enfin bénéficier du programme qui a été prévu pour consolider sa participation à la zone euro.
et nous avons surmonté la crise financière avec l'union bancaire. Et puis, tout au long de ces 5 ans, il y a eu d'autres situations extrêmement graves qui ont été à l'ordre du jour des conseils européens et où la France a pris des initiatives, pas seule d'ailleurs, souvent avec l'Allemagne, mais qui ont été décisives. Je pense notamment à la crise des réfugiés, à la protection de nos frontières, d'une manière générale à la protection. Jamais il n'y a eu d'avancée aussi grande sur la défense européenne que pendant ces derniers mois. Et il y aura encore des étapes décisives qui seront franchies dans ces prochains jours. Nous avons également réglé ou tenté de régler un certain nombre de situations intérieures, de manière à ce que nous puissions préserver les acquis de l'Union européenne. Je pense à l'espace Schengen. Il y a eu également l'initiative franco-allemande sur l'Ukraine. Nous avons fait partager nos objectifs en matière de développement. Nous avons pu avancer considérablement en matière de lutte contre le réchauffement climatique, à tel point que l'Europe a pu être l'une des premières à ratifier l'accord de Paris et a été également motrice pour aboutir à ces accords. L'Europe, ça a été donc une suite d'avancées. Bien sûr, elle n'a pas réglé tout ce que nous attendons d'elle. Et moi-même, j'aurais souhaité que nous puissions aller plus loin sur la relance de l'investissement, même s'il y a le plan Juncker, que nous puissions aller davantage vers les jeunes, même s'il y a eu le plan pour la jeunesse, que nous ayons pu aussi aller vers une convergence fiscale et sociale, mais néanmoins nous avons pu harmoniser un certain nombre de nos politiques. Bref, comme sur le plan intérieur, il y a un bilan européen. Mais ce que je veux surtout signaler dans ce moment si décisif pour la France, c'est que la France a fait avancer l'Europe et que l'Europe a permis à la France d'être plus forte, y compris même pour son rayonnement international. Chaque fois l'Europe nous a suivis sur ce que nous avions décidé pour l'Afrique, ce que nous avions, nous, comme objectif en Syrie et en Irak. Chaque fois l'Europe a pu nous donner la force nécessaire pour, avec la chancelière Merkel, entrer dans le processus des accords de Minsk. Et l'Europe a permis aussi à la France d'avoir un délai, ce qu'on appelle une flexibilité, pour atteindre les objectifs qui étaient les nôtres en matière de réduction de déficit. Vous vous souvenez que j'avais pris l'engagement de réduire nos déficits à 3%. Cet objectif a été atteint cette année. Et si nous avions été amenés par des procédures trop contraignantes à être au rendez-vous plus tôt, c'est-à-dire en 2013 ou 2014, il y aurait eu une politique d'austérité. La France n'a pas connu de politique d'austérité. Et nous avons pu, par la négociation et la réorientation de l'Europe, éviter que la France puisse, à la différence d'autres pays, avoir à subir ou à supporter des politiques d'austérité. Enfin, l'Europe nous permet également de mutualiser nos forces. La zone euro nous a permis d'avoir les taux d'intérêt les plus faibles, presque de notre histoire. Et aujourd'hui encore, nous sommes à moins de 1% de taux d'intérêt. Quand je suis arrivé, l'écart entre les taux d'intérêt allemands et les taux d'intérêt français était significatif. Nous les avons réduits, sauf pendant la période électorale parce qu'il y a des incertitudes. Et nous avons pu donc financer notre dette dans les meilleures conditions et permettre, grâce à la Banque centrale européenne, d'avoir des liquidités qui ont évité, là encore, que la récession puisse emporter non seulement le continent européen, il l'a été pour partie, mais la France. Et avec la zone euro, nous avons pu être protégés d'un certain nombre de turbulences qui sont venues de l'extérieur ou qui peuvent encore venir de l'extérieur, et notamment des États-Unis. Alors, la zone euro, elle est un espace et elle est un ensemble de règles qui nous protègent. La grande idée de l'Europe, c'est là où elle n'est pas toujours au rendez-vous, c'est la protection. C'est de permettre à chacune de nos nations, chacun de nos États, d'être finalement encore plus souverain grâce à la protection de l'Europe.
et de pouvoir intégrer nos politiques chaque fois que c'est nécessaire sans perdre notre capacité de décision. Voilà pourquoi il est si important de rappeler le rôle de l'Europe et la place de la France en Europe, parce que c'est la France avec l'Allemagne qui a été toujours dans notre histoire à l'origine de grandes étapes pour l'Union européenne. Et une de ces étapes, la France l'a faite avec l'ensemble de ses partenaires, c'est l'union bancaire. Et je vais en terminer là. En 2012, quand j'avais évoqué la finance, c'est parce qu'elle avait été capable, cette finance, de faire régler par les États, c'est-à-dire par les contribuables, ses propres tourments et ses propres turpitudes. La crise financière, c'était le comportement d'un certain nombre d'établissements financiers qui avaient spéculé et dont les bulles avaient éclaté. Et comme il fallait renflouer ces établissements, ce furent les États qui furent sollicités. Eh bien, en 2017, cette situation ne pourra plus être reproduite grâce à l'union bancaire. S'il arrivait une difficulté, une crise pour un établissement financier européen, ce serait la mutualisation par les établissements financiers eux-mêmes, par les banques, de ces situations et de ces renflouements, et plus aucun euro ne serait demandé aux contribuables. Ça s'appelle l'union bancaire. Je peux répondre à vos questions. Monsieur Verdeau. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Dans ce bilan européen, je voudrais savoir si vous avez des regrets finalement. Regrets, au-delà de la gestion de crise que vous avez longuement énumérée, regrets de n'avoir pas porté un projet plus mobilisateur, plus ambitieux pour l'Europe. On voit bien le trouble dans lequel se trouve en ce moment même l'opinion française. On voit aussi d'ailleurs un candidat qui a l'air de vouloir dessiner, lui, un grand projet européen, candidat que vous connaissez bien. Et vous disiez tout à l'heure, vous faisiez référence à votre premier Conseil européen en 2012. À cette époque-là, un certain nombre d'observateurs vous ont présenté comme étant, si j'ose dire, l'héritier spirituel de Jacques Delors et de François Mitterrand. Diriez-vous vraiment en conscience que vous avez fait fructifier cet héritage ? Bon, les périodes sont différentes. J'ai bien suivi celle de Jacques Delors, qui était une période de construction, de marché intérieur, puis l'euro, même si ce n'est pas lui qui a eu à le mettre en œuvre, il en a été largement à l'origine. Et puis, c'est aussi avec Jacques Delors que les premiers élargissements ont été dessinés. La période que nous avons traversée est une toute autre période. C'était une période de déconstruction qui pouvait se mettre au niveau des États comme au niveau de l'Union européenne et à ce moment-là sacrifier l'acquis que nous avions en héritage. Mais nous avons non seulement préservé l'acquis, le marché intérieur, la zone euro, mais nous avons ajouté l'union bancaire, le plan Juncker, la Banque centrale européenne qui a apporté ses liquidités, et nous avons renforcé un certain nombre de cohésions qui n'existaient pas jusqu'à présent. Par exemple, en matière de politique des réfugiés, il n'y avait rien qui n'avait été prévu. Il y avait Schengen pour les frontières, mais nous n'avions pas connu des mouvements de population comme ceux que nous avons rencontrés. Donc l'Europe a avancé. Est-ce qu'elle a correspondu à tous les objectifs que je m'étais fixés ? Moi, j'aurais voulu aller plus loin sur le plan Juncker, même si nous l'avons prolongé. J'aurais voulu qu'il y ait davantage de croissance ou de politique de croissance et moins de politique liée à la réduction des déficits. Mais néanmoins, nous avons eu la flexibilité nécessaire pour que nous puissions trouver le temps pour réduire nos déficits, ce que nous avons réussi à faire. Nous avons pu aussi imaginer de nouvelles politiques, et notamment de protection, l'Europe de la défense. Et il restera de ce que nous avons pu mener depuis 5 ans, de ce point de vue, une étape tout à fait majeure qui a été franchie. Mais il est vrai que les sentiments des peuples se sont de nouveau interrogés sur ce que pouvait apporter l'Europe.
ou ce qu'elle risquait de contraindre de la part des États quant à leur politique. Et aujourd'hui, que l'Europe va mieux sur le plan de la croissance, il y a aussi de nouveau une confiance qui a été regardée comme davantage affirmée vers l'Europe. Je vais prendre juste un exemple. Il y a les études d'opinion qui sont faites régulièrement, les eurobaromètres. Nous retrouvons maintenant les confiances qui étaient portées, elles n'étaient pas suffisantes, à l'égard de l'Europe au niveau de l'avant-crise. Donc nous sommes en train de retrouver les conditions de faire avancer le projet européen à un rythme plus important. Deuxièmement, l'euro est toujours critiqué, mais les forces politiques, notamment populistes, extrémistes, qui veulent sortir de la zone euro, qui prétendent que c'est leur intention, comme par hasard, au moment où ils sont dans la dernière phase de leur campagne électorale, et on le voit bien en ce moment, font tout pour masquer cette possibilité, cette intention. Ils vont jusqu'à dire que ce n'est pas d'actualité, qu'ils verront bien, que ça sera une négociation. Parce qu'ils savent bien que, pour rester sur la France, que nos concitoyens ne veulent pas que la France sorte de la zone euro. Et pourquoi ne le veulent-ils pas? Parce qu'ils savent que c'est une protection. Que nos concitoyens ne veulent pas sortir de l'Europe. Parce qu'ils savent bien que c'est aussi une solidarité et une garantie, pas simplement pour la paix, mais pour les relations en commun et pour la capacité que nous avons à peser sur le sort du monde. Donc, je pense que nous avons pu tenir bon dans cette période extrêmement difficile, et que nous avons réussi à sauvegarder et à amplifier les politiques européennes. Sauvegarder la zone euro, elle était menacée d'éclatement, sauvegarder les politiques européennes, y compris pour la gestion de ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire les questions de réfugiés, d'immigration, et aussi que nous avons pu enfin faire que l'Europe puisse traiter d'autres choses que simplement l'économie ou les disciplines budgétaires, mais puisse avancer sur la politique de défense. Ce qui était interdit jusque-là, interdit non pas par les traités, interdit par les mentalités, par les doutes qu'il pouvait y avoir. Eh bien, pour la première fois, l'Europe a pu avancer sur ces questions-là et la France a été à l'initiative. Merci, Monsieur le Président. James Freni, Renews. J'ai deux questions, si vous me permettez. Vu les résultats du premier tour des présidentielles, on voit une France assez divisée. Quelle est la preuve que les Français sont prêts à suivre des consignes de vote? Et deuxièmement, pensez-vous qu'il y a beaucoup de Français qui veulent simplement sanctionner la classe politique? Là, il ne s'agit plus de savoir s'il faut sanctionner. Il faut choisir. Et il faut surtout éviter, écarter un risque majeur qui serait la présence de l'extrême droite à la présidence de la République. La présence de l'extrême droite à un second tour, nous l'avons déjà connue. Mais là, ce qui est en cause, c'est la prétention de cette extrême droite à vouloir diriger la France. En 2002, Jean-Marie Le Pen savait que ce lui était impossible. Mais aujourd'hui, c'est une revendication assumée. Et avec une volonté de séduire des électeurs qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite et qui ne doivent pas se laisser abuser. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de permettre à la France de rester conforme non seulement à ses principes et à ses valeurs, mais que la France puisse continuer à agir en Europe et dans le monde avec autorité, en étant respectée. Et puis aussi pour chaque citoyen d'être sûr que sa situation ne sera pas dégradée, abîmée, qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, de pouvoir d'achat, de disparition d'industries entières à cause de politiques qui seraient contraires à tous nos intérêts.
Voilà pourquoi il est si important et que les Européens, à juste raison, s'en préoccupent, que la France, les Français, fassent le choix qui est celui de leur intérêt et aussi de l'intérêt de l'Europe. Béatrice. Ah oui, pardon. J'ai juste une précision et une question. La précision, c'est quand vous parlez de ceux qui essayent de masquer leur volonté de sortir de l'Europe, vous voulez dire que l'accord conclu entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, qui essayent de revenir un peu sur leur volonté de sortir de l'euro, est une, comment dire, est un peu une danse des 7 voiles, et qu'en fait leur volonté à tous les deux reste bien d'engager la France? Non mais leur volonté, c'est ce qu'ils ont toujours annoncé, ce qu'ils ont toujours promis, ce qu'ils ont toujours voulu avancer dans le débat public, c'est la sortie de la France de la zone euro et de l'Union européenne. Les deux, même si ils ont fait une alliance, ça ne change rien, c'était jusqu'à présent les valeurs qui les opposaient. Ils ont mis de côté les valeurs et se sont retrouvés dans la même démarche de souverainisme absolu et donc de séparation de la France par rapport à son histoire, par rapport à son présent et même par rapport à son avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'ils continuent de le penser, continuent de le prévoir, continuent de le préparer, ce projet dangereux de sortie de la France, de la zone euro et de l'Union européenne, ils le camouflent, ils le cachent, ils le gomment, parce qu'ils savent bien que les Français ne veulent pas que leur pays sorte de l'Union et se prive de l'euro et de la monnaie unique, parce que les Français savent bien que ce serait pour leurs économies personnelles, pour leur pouvoir d'achat, pour leur capacité de crédit, pour les dettes qu'ils ont pu contracter, que ce serait une dégradation de leur situation. Et donc comme ils ne veulent pas faire peur, alors qu'ils font peur, comme ils ne veulent pas faire peur, alors ils préfèrent renvoyer à plus tard ce qui est pourtant leur intention, et ce qui serait d'ailleurs la traduction, si par malheur la candidate de l'extrême droite devait être élue le 7 mai. Tout ce qu'elle propose met la France en dehors de la zone euro et de l'Union européenne. Donc il n'y aurait même pas de négociation. Ce serait acté par le défaut qui serait constaté dans les engagements que la France ne respecterait plus. Donc voilà pourquoi je fais juste cette remarque. Pourquoi le cache-t-il? Pourquoi le masque-t-il? Pourquoi le dissimule-t-il, ce projet de sortir de la zone euro et de l'Union européenne? Parce que d'abord c'est le leur, et ensuite parce qu'il fait peur. Oui, allez-y. Vous nous avez fait un grand plaidoyer pour l'Europe, vous l'avez beaucoup fait ces dernières semaines. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir plus parlé d'Europe aux Français pendant votre quinquennat? Parce que vous nous en avez parlé à chaque fois que vous êtes venu ici à Bruxelles. On a un sentiment qu'il y a eu un manque de pédagogie qui explique peut-être qu'aujourd'hui les Français sont tentés de voter pour un candidat qui est aussi ouvertement anti-européen que Marine Le Pen. Est-ce que vous estimez que vous portez une responsabilité? Et comment parle-t-on de l'Europe le plus souvent? Avec toujours les mêmes remarques, les mêmes déceptions sans cesse entretenues. Je ne parle pas des journalistes, mais je parle de l'ensemble des commentaires publics, de tous ceux qui ont vocation à s'exprimer. C'est toujours la même rengaine. Moi, personne n'a pu jamais douter de mes convictions européennes. Je les ai affirmées quand j'étais candidat. Je les ai confirmées quand je suis devenu président. Et je me suis battu pour ces convictions européennes. Quand il s'est agi de sauver la Grèce, qui s'est mis en avant? Qui s'est mis en mouvement? La France. Et heureusement qu'elle a su convaincre. Quand il s'est agi de faire en sorte que nous puissions
donner une dimension de croissance et pas simplement de discipline budgétaire. Qui l'a fait? La France. Quand il s'est agi de mettre davantage d'investissements pour notamment la transition énergétique ou pour les grandes infrastructures, qui l'a fait? La France. Quand il s'est agi d'aller porter l'Europe de la défense, qui l'a fait? La France. Vais-je continuer? Mais si chaque fois que l'on regarde l'Europe, on trouve ce qu'elle ne fait pas ou ce qu'elle ne fait pas assez, alors comment vous étonner qu'ensuite les peuples s'en détournent? Sur les réfugiés, c'est vrai que ça a été long, c'est vrai que ça a été une épreuve parce que certains pays n'étaient pas prêts à faire l'effort. Mais néanmoins, nous avons mis des procédures, nous avons signé un certain nombre d'accords et nous avons finalement enrayé ce processus dans l'intérêt même des réfugiés et des migrants, tout en faisant l'accueil de ceux qui relevaient du droit d'asile. Donc on trouve que l'Europe ne va jamais assez loin et assez vite, mais en même temps, on finit par ne plus regarder ce qu'elle fait. Et ce qui est intéressant, et le Brexit, puisque c'est le sujet du jour, nous en fournit l'occasion. Quand on n'est plus dans l'Europe, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la politique agricole commune. C'est pour les agriculteurs et pour les pêcheurs que ce serait le drame. Pas pour tous. On n'a plus les fonds structurels européens. Ce seraient les régions, et notamment les régions les plus en difficulté, qui auraient à en perdre. Pas pour toutes. Et puis je peux continuer ainsi. Quand on n'a plus le marché intérieur, on ne peut plus circuler, on ne peut plus vendre ses produits. Quand on n'a plus la monnaie unique, on est obligé d'avoir sa propre monnaie et d'encourir les risques d'une dévaluation et de taux d'intérêt élevés. Donc on prend conscience de l'Europe quand elle pourrait ne plus être là. Et notamment pour la protection de nos frontières, ou pour assurer aussi le contrôle de l'immigration, ou pour assurer aussi, dans le cadre de l'OTAN, notre propre défense. Alors, moi je veux insister sur la situation que l'on connaît avec le Brexit. Parce que, finalement, c'est un exemple. Pour ceux qui se réclament de la politique de retour aux frontières d'hier, qui veulent sortir de l'Union européenne, c'est un exemple. Je ne suis pas sûr qu'il soit probant. Je suis même sûr du contraire. Il n'est pas probant. Puisque le Royaume-Uni va perdre tous ses avantages. Alors, le Royaume-Uni n'était pas membre de la zone euro. Il n'était pas dans la question de savoir quelle est devenir sa monnaie. Néanmoins, pendant les premiers mois qui ont suivi la décision du Brexit, la monnaie a perdu 30% de sa valeur. Donc il faut que chacun réfléchisse bien. On peut se plaindre de l'Europe, on peut penser qu'on n'en parle pas assez. Mais moi je voudrais qu'on en parle parce qu'elle n'est plus là. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Merci. Roland Ziegloff de l'agence de presse allemande DPA. Monsieur le Président, vous avez souligné la grande unité lors de ce sommet spécial sur le Brexit et vous avez aussi mis en valeur l'axe franco-allemand de la bonne collaboration pour plein de sujets. Est-ce que cette unité entre les 27, est-ce qu'elle va perdurer? Est-ce qu'elle va durer encore jusqu'à demain, jusqu'au moment où on va redistribuer les agences actuellement localisées à Londres, ou même peut-être jusqu'à la fin des négociations avec les Anglais? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que la bonne coopération franco-allemande va perdurer après les élections présidentielles, le deuxième tour la semaine prochaine? Merci. Donc il y a deux questions. La première, est-ce que l'Europe va rester unie jusqu'au bout de la négociation? C'est ce que je leur ai demandé de faire. Une négociation, c'est toujours un rapport de force qui doit être respectueux. Et s'il devait y avoir la moindre des divisions, nécessairement, l'autre partie, en l'occurrence le Royaume-Uni, l'utiliserait. Et le Royaume-Uni va essayer de rentrer dans une position de force. C'est bien, je pense, l'idée de Mme May de provoquer des élections anticipées. Donc ce que l'Europe a été capable de faire, c'est-à-dire d'entrer dans la négociation avec des principes, des objectifs et une méthode, l'Europe doit être capable de réussir ce processus tout au long de la négociation. C'est dans à peine 2 ans. Et la méthode qui a été choisie permettra d'avoir cette vérification permanente de l'unité. Et c'est avec cette unité-là que l'Europe préservera ses intérêts. Sans vouloir punir le Royaume-Uni, mais avec la volonté d'avoir d'abord des intérêts
sauvegardée pour l'Europe et pour les pays membres. Et notamment sur le plan financier, avec les contributions budgétaires, notamment pour les ressortissants européens qui sont au Royaume-Uni. Et surtout pour que le marché intérieur puisse répondre aux règles qui sont celles de sa constitution, avec les principes de liberté. Dans cette unité européenne indispensable, c'est vrai que la relation franco-allemande est nécessaire. Et j'en ai toujours été persuadé. Vous saviez qu'en 2012, nous n'étions pas, Madame Merkel et moi-même, forcément des amis, nous ne nous connaissions pas. Je ne l'avais jamais rencontré. Et nous n'étions pas de la même sensibilité, nous ne sommes toujours pas de la même sensibilité. Mais nous avons pu travailler ensemble et trouver ensemble, à chaque fois, des solutions pour l'Europe. Et nous l'avons fait même pour des sujets qui étaient extra-européens, même si l'Ukraine, c'est notre frontière. Nous l'avons fait sur d'autres sujets, j'ai évoqué le climat. Nous l'avons fait également pour faire avancer l'Allemagne, et ce n'était pas si évident sur la question de la défense. Et l'Allemagne a été aussi d'un grand respect à l'égard de la politique économique que nous avons pu mener, en comprenant que nous devions à la fois réduire nos déficits et en même temps améliorer notre compétitivité. Donc cette relation franco-allemande, elle doit perdurer, au-delà des personnes. Et il y aura des élections en Allemagne, au-delà des personnes. Il y a cette, non pas obligation, il y a cette idée que l'Europe, elle ne peut, à 27, comme c'était le cas d'ailleurs à 28, elle ne peut véritablement avoir confiance en elle que si les deux principaux pays sont conscients des enjeux et sont capables de les faire partager par d'autres. Le couple franco-allemand, c'est jamais un moteur qui déciderait pour les autres. C'est un moteur qui entraîne, c'est un moteur qui mobilise, c'est un moteur qui associe. C'est pourquoi nous avons veillé d'ailleurs à chaque fois à faire des réunions avec d'autres, tout en nous consultant régulièrement. Et je suis convaincu que Emmanuel Macron sera un bon partenaire pour l'Allemagne, parce qu'il défendra les intérêts de son pays, la France, mais qu'il a aussi la conviction que l'Europe est au service de nos intérêts communs. Et que plus d'Europe ne signifie pas moins de France. Au contraire, plus d'Europe peut signifier plus de force pour la France. Mais il est suffisamment conscient des réalités européennes. Il a été avec moi dans la plupart des conseils européens comme conseiller, puis ensuite il a été associé comme ministre. Il sait trop bien quelle est la place du couple franco-allemand et il aura à cœur de poursuivre avec sa méthode, avec ses propositions, la politique qui a été menée pour faire avancer l'Europe, en étroite liaison avec l'Allemagne. Monsieur le Président, Valérie Nataf, TF1. On a constaté hier la mort, en quelque sorte, du Front républicain en France, qu'on avait vu se mettre en place en 2002, puis lors des échéances suivantes. Est-ce que, si je vous ai bien compris, vous appelez de vos voeux un front politique pro-européen pour garantir la victoire d'Emmanuel Macron? Non. Non, il y a l'Europe, qui est un élément du débat politique. Mais le Front républicain, il est tout simplement un réflexe démocratique. Il ne doit même pas être un élément de discussion. Quand il s'est trouvé, j'étais premier secrétaire du Parti socialiste en 2002, que Jacques Chirac était en face de Jean-Marie Le Pen. Je n'ai pas attendu une heure, je n'ai pas attendu un jour pour appeler les socialistes, tous les socialistes. Rappelez-vous qui était encore membre du Parti socialiste à l'époque. Tous les socialistes et toute la gauche à faire barrage, comme l'on disait, au Front National. Et il y avait une formule qui était finalement tout à fait simple et qui permettait de rassembler toutes les sensibilités, d'utiliser le bulletin Jacques Chirac en 2002 pour faire en sorte que les valeurs, les principes qui sont les nôtres et que ce que nous avons toujours conçu comme la force de la France puisse être préservé. Eh bien aujourd'hui c'est la même chose.
Ça ne devrait même pas être un sujet de discussion pour les forces républicaines, j'entends, ou pour les personnalités qui sont dans le champ démocratique, dans le champ de la République. Ça ne devrait même pas être un sujet. On prend le bulletin, en l'occurrence aujourd'hui, c'est le bulletin Macron. Et on le considère comme le bulletin qui empêche l'extrême droite et qui donne à la France la certitude qu'elle restera fidèle à elle-même. Alors oui, c'est un problème que certains se posent maintenant une question qu'ils ne se posaient pas il y a quelques années quand ils étaient à gauche. Enfin, à gauche, au sens où ils étaient conscients qu'il fallait faire le choix au nom de la gauche d'empêcher l'extrême droite et qu'aujourd'hui, ils auraient des états d'âme. Et à droite, ils doivent comprendre, et beaucoup l'ont compris, et je veux ici saluer tous ceux qui ne se sont même pas posé cette question, qui ont immédiatement donné la réponse, encore aujourd'hui à Alain Juppé, pour dire voilà, nous pouvons avoir des différences de sensibilité, nous ne pouvons pas partager le projet d'Emmanuel Macron, nous pouvons même demain nous situer clairement dans l'opposition, mais nous voulons, par le bulletin que nous prenons, celui d'Emmanuel Macron, signifier ce que nous ne voulons pas. Eh bien, ça doit être pour tous les républicains, et là, ça va au-delà des forces politiques et au-delà des personnalités, tous les citoyens qui ne veulent pas de Madame Le Pen doivent prendre le bulletin d'Emmanuel Macron. C'est aussi simple que cela. Et l'abstention, le retrait, le nini ne pourrait qu'encourager la candidate d'extrême droite, puisque ça ferait en sorte qu'elle ferait, au moins en pourcentage, un score qu'elle ne devrait pas atteindre. Et là encore, ça a un enjeu. Parce que plus elle sera basse, moins ses prétentions demain pourront être fortes. Je prends deux questions, puis c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Enrique Serveto du quotidien espagnol ABC. J'avais deux questions. Concernant votre gestion en Europe. C'est savoir si vous ne regrettez rien par rapport, par exemple, à la Grèce, par exemple, au sauvetage de Chypre, s'il n'y a pas eu des choses que vous auriez pu orienter d'une façon différente dans la gestion dans les conseils européens. Et une autre sur la politique française, ça m'étonne beaucoup de voir que tous les candidats qui ont passé par des élections primaires, ils ont été facilement battus. Donc, concernant spécialement les partis socialistes, vous croyez que ça a été une bonne idée de faire des primaires? Il y a eu une seule bonne idée, c'est d'en faire en 2011. Après, il fallait arrêter. Et je pense que ça s'arrêtera. Parce que ce processus qui vise davantage à éliminer qu'à choisir a donné les résultats que l'on sait. Mais pour revenir à ce que vous avez posé comme question, est-ce que j'ai des regrets? C'était déjà énoncé. On a toujours des regrets, mais pas de remords. J'aurais eu un remords si la Grèce n'était plus dans la zone euro. Si la zone euro avait éclaté, j'aurais eu un remords. En me disant quand même tout ce que j'ai voulu comme Européen bâtir, eh bien c'est sous ma responsabilité que ça s'est défait. Que cette zone euro qui a été pour beaucoup voulue par Jacques Delors, qui a été réussie par Lionel Jospin, et je n'oublie pas François Mitterrand avec le traité de Maastricht, eh bien que cet héritage, ce legs qui m'a été donné, j'aurais pu le dilapider. C'était pour moi effectivement un remords. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même pour Chypre, qui était dans une situation extrêmement difficile, eh bien Chypre est resté dans la zone euro. Et ça a été peut-être plus douloureux pour les Chypriotes encore qu'ils ne l'avaient imaginé, mais ils ont voulu rester dans la zone euro. Ils sont restés dans la zone euro. Quant à la Grèce, moi j'ai tout fait pour que Alexis Tsipras puisse faire ce choix de rester dans la zone euro. Il l'a fait courageusement. Et tout à l'heure, nous avons encore échangé quelques mots de soutien mutuel et de remerciement et de gratitude. Parce qu'il sait bien que c'est la France qui a tout fait pour que, à un moment, même quand il y a eu le référendum, nous puissions mettre la Grèce dans la situation de rester dans la zone euro. Le seul regret que j'ai, c'est que pour assurer les versements, c'est encore des conditionnalités qui sont posées et qui n'étaient pas d'ailleurs dans l'accord nécessairement de l'été 2015.
Mais on y est presque. Et donc ça va se faire. Mais c'est pas moi qui ai introduit le FMI dans la négociation. Ça s'était fait avant que je ne sois président de la République. Mais la Grèce, on peut le dire aujourd'hui, elle restera dans la zone euro. Donc j'ai pas de regret de ce point de vue-là. Parce que nous avons réussi. Allez, la dernière question. Oui. Donc, il semble être une évidence que l'Union européenne peut exister sans la Grande-Bretagne. Mais est-ce que l'Union européenne pourrait exister sans la France? Je pense aussi que la France reste le dernier pays de l'Union européenne à être membre permanent au Conseil de sécurité et à posséder l'arme nucléaire. Alors, est-ce que l'Union européenne serait possible sans la France? Est-ce que le 7 mai pourrait être la fin de l'Europe? Mais pourquoi toute l'Europe regarde vers la France? C'était vrai avant le premier tour, ça l'est encore avant le second tour. Pourquoi toute l'Europe regarde vers la France? Pas parce qu'on se passionne pour la vie politique française, ou pour les primaires, ou pour les candidats qui en sont issus, et qui ne sont plus là d'ailleurs. C'est pas par une espèce d'affection particulière pour la vie politique française, et pour ses turbulences. C'est pas par un sentiment qu'on vit à travers la France une télé-réalité, une politico-réalité, un spectacle. Non, pourquoi il y a cet intérêt, cette attention, cette vigilance, cette inquiétude même à l'égard de la France, de ce qui se passe? Parce que vous avez raison, monsieur. Si la France faisait un choix qui ne permettrait plus à mon pays de rester dans l'Union européenne, il y aurait sans doute encore une Union européenne, je ne préjuger de rien, mais elle n'aurait plus la force et la nature de ce qu'elle est aujourd'hui. Un pays fondateur, la France, signataire du traité de Rome, un pays qui est dans la zone euro, un pays qui est dans l'espace Schengen, un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui a la force de dissuasion, une économie qui est la deuxième de l'Europe, un pays qui représente l'histoire de l'Europe, un pays qui a eu tout au long du XXe siècle à se battre, comme l'avait dit François Mitterrand, il le voyait d'ailleurs avec une histoire plus large, pratiquement avec tous ceux qui étaient autour de la table du Conseil européen. Donc une France tellement attachée à la paix qu'elle a tellement connu de guerre. Alors oui, les conséquences seraient extrêmement lourdes si la France se détournait de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, le choix qui va être fait est un choix pour la France, mais c'est aussi un choix européen qui va être exprimé par le peuple français. Et je suis convaincu, parce que je le connais bien, le peuple français, qu'il veut l'Europe. Il est mécontent d'une forme d'organisation de l'Europe, de gestion de l'Europe, de fonctionnement de l'Europe, c'est sûr. Il voudrait que l'Europe soit encore plus protectrice. Il a raison, le peuple français. Mais il ne veut pas quitter l'Europe. Parce que quitter l'Europe, d'une certaine façon, ce serait aussi quitter la France. La France telle qu'elle est attendue, telle qu'elle est espérée, telle qu'elle est voulue. Je vais donc en terminer là, avec cette ode à l'Europe et cet appel à la responsabilité de la part des Français. Mais je voulais vous remercier, vous tous, qui suivez la vie de l'Europe, l'actualité de l'Europe, les réunions de l'Europe, les institutions de l'Europe, parce que vous parlez toujours de l'Europe. Et vous savez combien elle est lourde, elle est opaque dans son fonctionnement, elle est irritante même dans ses retards, elle est inquiétante dans un certain nombre de ses hésitations, elle est parfois préoccupante quant à ses divisions. Mais cette Europe-là, vous l'aimez parce qu'elle peut avoir aussi cette capacité à faire que nous soyons les uns et les autres plus grands que nous ne le sommes séparément. Et s'il n'y avait pas cette presse si attachée à l'Europe et qui n'est pas avare de ses commentaires critiques, il n'y aurait pas aujourd'hui cette attention toujours portée à l'Europe. Et donc, vous en verrez un autre ici bientôt, mais continuez à lui poser toutes les questions
dont vous m'avez donné le bénéfice pendant ces 5 ans, même très tard dans la nuit. Et je vous regarderai toujours. Je me réveillerai le matin rien que pour entendre vos questions. Voilà pour cette conférence de presse de François Hollande qui s'est tenue samedi dernier à Bruxelles. Vous avez entendu le chef de l'État qui était ému. C'était en effet la dernière fois qu'il tenait une conférence de presse depuis Bruxelles à l'issue d'un Conseil européen. Vous avez entendu François Hollande qui a brièvement parlé du Brexit, qui était l'objet de ce Conseil européen. Il a consacré l'essentiel de cette conférence de presse à faire un bilan de son quinquennat en matière européenne. Il a estimé qu'il retrouvait aujourd'hui, 5 ans après être arrivé à la tête de la France, une Europe consolidé au niveau économique et bancaire. Il a également parlé des grands sujets européens actuels, la crise des réfugiés, la protection des frontières, l'Europe de la défense ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. Et lors de cette conférence de presse, il a cherché à délivrer un message profondément pro-européen. D'abord, il a donné un avertissement vis-à-vis des Français qui voudraient voter pour la politique anti-européenne de Marine Le Pen. Vous l'avez entendu, les forces extrémistes veulent sortir de la zone euro, mais comme par hasard, c'est dans la dernière phase de cette campagne qu'ils cherchent à masquer cet aspect. François Hollande qui a également demandé aux journalistes de réserver un accueil bienveillant à Emmanuel Macron. On a bien compris que c'était son candidat, l'ancien ministre de l'économie, l'ancien conseiller de l'Élysée, qui est favorable à une politique résolument pro-européenne. Il a appelé à ne pas avoir d'état d'âme à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National. Voilà, vous pouvez toujours voir et revoir ce programme sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.